Bonsoir à chacune et chacun. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence dans le cadre des 10 ans de TAD. Alors ce soir, une conférence un peu particulière qui dénote avec celles qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant et d'autres, et celles qui vont suivre, puisque aujourd'hui, cette conférence va être essentiellement centrée sur un outil. Alors cet outil, c'est la classe virtuelle qui nous permet justement de diffuser cette conférence. Classe virtuelle qu'on a aussi largement utilisée pour d'autres conférences et qui est distribuée par la société Classilio. Et alors, on a beaucoup de chance parce que ce soir, on a avec nous Gwen Doniol, qui est un des co-dirigeants de cette société et qui distribue donc cette classe virtuelle qui a une origine québécoise. Mais ils sont distributeurs exclusifs pour la France. Alors, on peut constater qu'aujourd'hui, la classe virtuelle, est, je dirais depuis 2-3 ans, est un outil auquel on recourt de plus en plus fréquemment, et y compris dans les activités tutorales. Alors pour tous ceux qui s'y sont essayés, ils ont dû s'apercevoir que dans un premier temps, il y a une certaine surcharge cognitive parce que il y a tellement de moyens de communiquer et d'agir avec les apprenants au sein d'une classe virtuelle que parfois on a un peu tendance à s'y perdre. Alors bien sûr, ça nécessite une préparation et d'avoir défini ses objectifs. Pourquoi finalement on va faire une classe virtuelle avec ses apprenants? Et qui plus est, lorsque il ne s'agit pas de diffuser des cours, mais d'apporter du soutien à l'apprentissage aux apprenants, ce qui est le propre des tuteurs à distance, eh bien, quels sont les usages que peut avoir un tuteur d'une classe virtuelle? Alors, la conférence de Gwen comportera deux grandes parties. Une partie de présentation des fonctions de la classe virtuelle. Il vous la fera manipuler d'ailleurs un petit peu. Puis il mettra en exergue un certain nombre de points d'attention auxquels justement il faut faire attention pour réaliser des classes virtuelles qui se passent bien et qui soient intéressantes. Et puis, dans un troisième temps, j'aborderai, histoire de lancer un peu nos échanges, quelques usages tutoraux que l'on peut avoir de la classe virtuelle. Alors, je vous rappelle que durant cette conférence, vous pouvez utiliser le chat dont la fenêtre de saisie est en bas à gauche de votre écran. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser Twitter avec l'hashtag TAD10. Je vous souhaite une très bonne conférence et je passe maintenant la parole à Gwen Doniol. Et moi-même et les co-animateurs, nous allons éteindre nos caméras et éteindre aussi nos micros pour un meilleur confort d'écoute. Merci Jacques, merci de cette présentation, merci de cet accueil pour les 10 ans de TAD. On est très content de présenter cet outil de classe virtuelle et montrer derrière les fonctionnalités de la classe virtuelle tous les atouts pédagogiques que ça peut avoir pour un tuteur à distance. Donc l'intérêt de cette formation, de cette présentation, ça va être vraiment de voir que quand on est au sein d'une classe virtuelle, on va pouvoir énormément impliquer l'apprenant, d'accord? Donc ce n'est pas une simple visioconférence auquel on assiste passivement, mais l'idée en fait de la classe virtuelle, comme je pense la plupart d'entre vous le savez, ça va être de reproduire à distance les mêmes interactions que dans une salle de cours traditionnelle, d'accord? Donc ce que je vais commencer par faire, c'est de montrer justement en direct les différents outils. Déjà commencer par une petite question que j'ai préparée, alors qui arrive peut-être un peu tard, hein, puisque si vous répondez non à cette question, c'est que vous avez loupé déjà une première partie de la conférence. Donc je vais vous envoyer un petit sondage et on va voir l'intérêt des sondages. Ça va être justement en direct à la fois de récolter les avis des gens,
sur le déroulement d'une conférence, mais aussi de valider les connaissances. Donc là, c'est un sondage oui/non que je vous ai envoyé. Donc je vois que les gens répondent assez rapidement à cette question. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Pour l'instant, il n'y a que des oui. Il y a juste une personne qui, a priori, n'a pas encore répondu. Donc je peux renvoyer les réponses. Ah voilà, tout le monde a répondu. Voilà, donc on a 100% de oui, donc c'est plutôt positif. Donc ça va être très utile parce que grâce à l'outil sondage, en temps réel, on peut valider et appliquer les personnes. On sait s'ils sont bien derrière leur ordinateur parce que ça va être le principal, la principale difficulté d'une classe virtuelle, ça va être d'impliquer les gens et de bien valider qu'ils suivent et que leur attention est captée en continu au sein de la classe virtuelle. Donc j'avais juste une deuxième petite question aussi, donc j'y suis, que je vais vous envoyer tout de suite pour voir justement à quel public je m'adresse, si les gens connaissent déjà la classe virtuelle, s'ils l'ont déjà animée. Donc je vais lancer voilà cette deuxième question que j'ai préparée déjà, hein, puisque les questions on peut déjà les préparer avant la classe virtuelle ou bien les créer en direct. Voilà, donc là c'est très intéressant parce que c'est plutôt bien réparti. Donc, je vais renvoyer, il y a juste une personne qui n'a pas encore répondu, qui doit recevoir, je pense, les questions un peu plus tard pour des questions de temps de latence. Voilà, donc là on a 42% de oui, 42% des gens qui ont déjà animé une classe virtuelle et 50% qui n'ont pas encore animé de classe virtuelle. Donc là c'est parfait, ça se répartit plutôt bien. Donc ça c'était par rapport à la première question, pour savoir si vous m'entendiez bien. Donc je vais juste rappeler le plan de la conférence tel que l'a annoncé Jacques. Donc je vais d'abord énumérer les différents usages pédagogiques de la classe virtuelle. Derrière chaque fonctionnalité, il y a bien un atout pédagogique, donc c'est ce qu'on va regarder en détail. La deuxième partie, ça va être les points de vigilance. Donc il y aura plusieurs points de vigilance, notamment des points de vigilance techniques qu'il faut bien valider quand on est tuteur à distance. Des points de vigilance organisationnels aussi, pour être sûr que les gens ont bien reçu le rendez-vous, l'invitation, pour être sûr qu'ils ont bien passé ce qu'on appelle un assistant de configuration, pour qu'ils suivent dans de bonnes conditions une classe virtuelle. Et puis des points de vigilance pédagogiques, où là, comme toute séquence pédagogique, ça va demander de la préparation de la part du tuteur en ligne, pour que ce temps consacré à la classe virtuelle soit vraiment, véritablement du temps efficace, où les gens vont participer, où on va les solliciter de manière différente tout au long de la classe virtuelle. Et puis enfin, la troisième partie, qui sera plus la place de la classe virtuelle dans un dispositif tutoral. Donc comment ça s'inscrit, et ça va être Jacques qui prendra la parole à travers différents exemples. Donc on va démarrer sur cette première partie, les différents usages et les différents usages pédagogiques de la classe virtuelle. Alors, pour démarrer et vous faire découvrir les fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas pour l'instant de la classe virtuelle, de cette classe virtuelle en l'occurrence, j'ai commencé par une question qui va nous permettre de découvrir un premier stade de fonctionnalité de base. Donc cette question, c'est comment interagir avec les autres participants sans utiliser son micro. D'accord ? Alors déjà, je vous donne quelques pistes pour répondre à cette question. C'est que vous avez la possibilité déjà d'utiliser en haut à droite, vous voyez, il y a différents outils d'annotation. Donc je vous conseille, pour répondre à la question du quiz, vous allez pouvoir directement écrire sur la slide que j'affiche là, en utilisant en fait l'outil d'annotation texte. Vous voyez, il y a un T, ça doit être le 1, 2, 3, 4e outil d'annotation en partant de la gauche. Donc vous cliquez dessus. Voilà, magnifique. Donc là, on voit les gens qui commencent déjà à écrire. Alors, essayez de ne pas vous écrire les uns par-dessus les autres, mais je vois qu'il y a déjà des bonnes des réponses intéressantes. Voilà, donc première réponse par le chat. Ça va être un point important qu'on va voir. C'est qu'en continu, on va garder un lien entre le formateur et les apprenants grâce à l'écriture, grâce au chat. Donc ça, on va le regarder en détail. Alors la caméra est en effet très importante parce que la caméra, ça va créer de la proximité. On va le voir, c'est quand on va activer les caméras que par exemple au début d'une formation, le tuteur va pouvoir faire un tour de table, organiser un tour de table et les apprenants vont être invités à se présenter,
à parler des objectifs pédagogiques qu'ils souhaitent aborder. Donc ça peut être très intéressant aussi de faire des séquences par webcam pour qu'il y ait des discussions à bâton rompu. Par exemple, on fait une séquence webcam pour que tout le monde discute sur un sujet. Donc ça, c'est en effet une très belle opportunité. Alors on peut l'utiliser en effet en langue des signes. Nous, ça nous est arrivé avec certains de nos clients qui l'utilisaient en langue des signes, en parallèle d'ailleurs en utilisant la co-animation. Donc il y avait une webcam qui était consacrée uniquement à la langue des signes. Il est possible en effet, alors je vois certaines plateformes proposent des smileys, on va le voir un peu plus tard, il est possible en effet de donner ce qu'on appelle son état, donc l'état du participant. Et ça va être de différentes sortes. Ça va être de, par exemple, lever la main ou encore dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà. On peut même choisir la taille de la police. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui gomment. Bon, bah c'est très bien, vous avez déjà... Alors les signaux de fumée, on les a pas encore inventés, on n'a pas encore de signaux de fumée virtuels. Peut-être dans un développement futur. Donc ça me permet justement d'introduire ce premier outil qui est modifier son état. Donc vous avez peut-être remarqué à gauche de la classe virtuelle, donc en dessous de la webcam, il y a des options personnelles. Et donc il y a différentes icônes, il y a une main qui est levée, l'icône webcam, l'icône micro, et là vous avez tous la possibilité d'ores et déjà de donner l'état du participant, donc de donner votre état, si vous vous sentez bien, pas bien, etc. Donc vous, par exemple, vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et typiquement, quand on est nombreux, c'est important d'abord de lever la main avant d'activer son micro. D'accord ? Donc par exemple, si je vous pose une question en disant par exemple est-ce que tout le monde suit bien la classe virtuelle, est-ce qu'il n'y a pas de souci pour vous, vous pouvez aussi, en cliquant sur la petite flèche qui touche cette levée de main, atteindre donc tous les états des participants et dire je suis d'accord ou bien je comprends. D'accord ? Donc si je vous le demande, par exemple à tour de rôle, est-ce que pour vous tout est ok ? Donc là je vois pour Philippe c'est bon, pour Gwenaël c'est bon, Anne aussi, Jacques suit aussi, Isabelle, Valérie, bon tout le monde suit, il n'y a pas de souci. Alors je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Par exemple, pour Marianne, Mohamed, Philippe, il y a des mains qui sont levées. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous essayez d'utiliser cet outil état du participant. Et ça va être vraiment très utile pour, en temps réel, dire où vous en êtes. D'accord ? On va aussi beaucoup l'utiliser, par exemple, si on doit s'absenter à un court moment. C'est évidemment pas à recommander de le faire trop souvent. Mais là, on a la possibilité aussi de dire je suis absent ou je suis occupé, parce que souvent, sinon, le formateur va être perturbé parce qu'il pose une question et il va pas comprendre pourquoi il n'y a pas d'interaction et qu'il n'y a pas de retour du participant. D'accord ? Donc, modifier son état, ça peut être très utile. On a la possibilité donc de lever la main. Alors, dans le lever de main, je vois que là, il y a pas mal de personnes qui lèvent la main successivement. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lève la main, on a aussi le son un son en fait qui se diffuse dans le casque micro du formateur, du tuteur, donc qui lui permet de lui dire il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, d'accord ? Donc ça va être utile. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on lève la main, les personnes qui lèvent la main vont apparaître en haut de la liste, d'accord ? Ça permet comme ça de respecter ensuite les droits de parole suivant l'ordre chronologique des levées de main. Voilà, là ça doit sonner pas mal dans mon casque, tout à fait, je confirme. Alors, comme vous l'avez tous, ou à peu près tous signalé, il y a la possibilité aussi de chatter lors d'une classe virtuelle. Donc ça va être très utile pour justement garder en continu le fil de ce que disent les personnes. Donc ça, c'est intéressant justement d'avoir recours à la co-animation, comme le met en place Jacques au sein de ces séminaires, parce que c'est pas évident quand on est animateur, souvent on est accaparé par pas mal de choses, notamment les gens qui lèvent la main, et c'est pas mal d'avoir un co-animateur qui va regarder en temps réel tout ce qui se passe dans le chat. D'accord ? Donc ça, je vous le conseille si vous avez la possibilité d'avoir recours à la co-animation pour le chat. Alors il y a la possibilité donc d'écrire et de dessiner. Vous avez commencé à écrire sur une slide. Alors ça c'est intéressant parce que ça va impliquer les gens et ça va faire appel aussi un peu à leur créativité. Donc ça peut être intéressant justement qu'ils écrivent sur une slide ou on va le voir plus tard sur un tableau blanc. Ça permet aussi de donner un côté un peu ludique, une sorte de phase de respiration au sein d'une formation en classe virtuelle.
Là, on voit qu'il y a des gens qui commencent déjà à dessiner sur le Picasso. Et je passe à la slide suivante, voilà, pour vous détailler un petit peu ces outils d'annotation. Donc vous voyez, là je vais vous montrer avec le pointeur laser, le premier outil d'annotation qui va permettre de crayonner, d'accord? Donc là justement faire des dessins sur un tableau blanc ou sur une diapo. Il est possible aussi de surligner, donc ça va être intéressant si par exemple le formateur diffuse un texte, il va pouvoir surligner des parties différentes du texte. N'hésitez pas, hein, je vois que vous utilisez ces outils de notation, donc c'est très bien. On peut aussi faire des coches, d'accord, des petites estampes pour justement focaliser un point particulier du texte. Il est possible d'écrire, vous l'avez fait. Aussi de faire des schémas, donc ça peut être très utile. Souvent d'ailleurs, on conseille de faire des cartes heuristiques pour du brainstorming, et donc de faire des cercles, des schémas, des carrés, de dessiner des carrés, ça peut être très utile. Alors là, on voit typiquement, alors ça c'est très bien, comme tout le monde participe, ça c'est très bien, mais on voit qu'il y a aussi une importance pour le formateur, pour le tuteur, de gérer les droits des participants. Parce que s'il souhaite donner la parole à une personne en particulier, ou bien faire écrire une personne en particulier sur un tableau blanc, il est important aussi de retirer les droits aux autres personnes. Sinon, on arrive à ce qu'on est en train de voir en direct, hein, ça peut vite être du gribouillage en classe virtuelle. Là, c'est pas grave, hein, c'est justement vous apprenez petit à petit comment vous servir de ces outils de notation, mais je vous le dis, il est possible aussi de gérer les droits des différents participants. Donc faire des schémas, on a le pointeur laser hein, qu'on voit se balader, donc là le fameux pointeur laser. Et puis aussi, sans rentrer dans le détail, il est possible de savoir qui a créé les annotations grâce à ce curseur de sélection et de déplacer les annotations. Là, si par exemple j'ai envie de déplacer voilà, par exemple un trait, vous voyez, donc ça rend complètement dynamique toutes les annotations d'une classe virtuelle. Donc ça, c'est toujours dans cette logique d'implication, hein, de faire participer le maximum de personnes. Les outils de notation vont être très utiles. Je passe à la slide suivante. Alors, une autre petite question, donc là je vais vous demander de tous reprendre l'outil texte dans les outils de notation, hein, donc le T. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'interactions qui se passent par l'utilisation de ces outils de notation? Pour vous, en tant que tuteur à distance, comment est-ce que vous pourriez les mettre en scène? Comment est-ce que quels exemples concrets vous verriez avec l'utilisation de ces outils de notation? Brainstorming, d'accord, en effet. Texte à trous, exact, il y a plein d'idées. Carte mentale, carte heuristique, ça c'est vraiment très utile. Relier des mots, association d'idées, en effet on peut mettre des mots-clés puis ensuite associer des idées entre elles. Surligner un mot, créativité sur un sujet, brainstorming. Bon bah c'est parfait, hein, vous avez tout à fait compris. Donc là j'avais mis quelques idées, hein, annoter sa présentation, on peut encercler une réponse, compléter une phrase, vous l'avez mis, surligner ce qui est important dans un document, annoter une image. Il faut savoir aussi qu'on peut annoter une image. Là, j'avais pris un exemple, par exemple, si on se met sur cette image-là, là aussi, on peut directement écrire sur une image. Ça, c'est intéressant hein, quand vous êtes dans une classe virtuelle. Et n'hésitez pas à mettre des documents multimédia. Donc, on peut charger aussi bien des fichiers sonores, des photos ou même des vidéos. Ça va permettre de dynamiser votre formation. Parce que c'est ça qui est vraiment important hein, dans une classe virtuelle. C'est de ne pas rester que sur du PowerPoint. Parce qu'on sait très bien qu'une séquence pédagogique, si elle dure trop longtemps et qu'elle est exclusivement magistrale, hein, les gens vont être passifs. Et comme ils sont derrière leur écran, ils risquent de décrocher. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir annoter justement ces documents multimédia. Tant que j'y suis, je vais vous diffuser aussi une petite vidéo. Vous allez voir que ça permet aussi de varier les plaisirs. Hein. Voilà. Donc là, j'ai la vidéo qui se diffuse avec un fichier sonore. Enfin, une bande son qui est associée à la vidéo. Et là aussi, j'ai la possibilité, hein, si je mets sur pause sur cette vidéo, j'ai la possibilité, par exemple, de la noter. Donc si je veux écrire quelque chose dessus, pas de souci, je peux le faire, d'accord? Et l'apprenant est lui aussi invité à noter cette vidéo s'il veut participer, d'accord? Donc je reviens sur la présentation, sauf que je suis pas du tout là-dessus. Voilà, c'était ici. Donc j'étais arrivé à cette slide-là.
Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions sur le chat, on va vous y répondre, on va y répondre en direct. Donc, annoter une image, annoter un schéma, une vidéo. Et comme vous l'avez indiqué, les participants peuvent annoter simultanément pour faire du travail collaboratif, du brainstorming, construction en temps réel, par exemple une carte heuristique. Alors, comme j'ai commencé à le dire, ce qui est important dans la classe virtuelle, ça va être de capter en continu l'attention des gens. Alors ça, c'est un point important. Comme vous le savez, dans la construction d'une formation à distance, souvent, il y a un problème de motivation des gens, d'accord? Et l'idée, c'est d'utiliser la classe virtuelle pour remotiver les gens. Et donc, pour ça, il faut que le temps consacré à la classe virtuelle soit vraiment du temps participatif, donc du temps où on va varier les plaisirs en construisant différentes séquences pédagogiques. Et comment est-ce qu'on va construire ces séquences pédagogiques au sein de sa classe virtuelle? C'est en utilisant différents modes, d'accord? Donc c'est les modes que je vais vous montrer. Ça va être donc par la présentation de documents, par la présentation de tableaux blancs, par les partages d'écran, par les sondages et par les présentations de pages internet, d'accord? Alors vous voyez, hein, ce qui est intéressant aussi, bon ça c'est des remarques assez générales mais qui marchent bien. Souvent, comme on est tous à distance, il ne faut pas hésiter à utiliser des images assez ludiques pour capter le discours et être un peu plus percutant, d'accord? Donc c'est pas mal de mettre des images, de ne pas trop charger vos slides aussi, encore moins qu'en vrai présentiel, je dirais, parce que comme les gens sont à distance, déjà ils vous écoutent, donc il ne faut pas avoir une redondance entre votre discours et ce qui est marqué sur la slide. Donc essayez de ne pas mettre trop de mots dans la slide, plutôt des images, d'accord? Alors, si on regarde l'aspect présentation de documents, donc ce qu'il faut vous imaginer, alors là pour l'instant vous êtes participants, on va pas pouvoir vous passer présentateur, vous êtes tous participants, voilà, on va pas pouvoir vous mettre présentateur ou animateur de la classe virtuelle, on n'a pas le temps. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on est présentateur d'une classe virtuelle, on a différents onglets qui apparaissent en bas de l'interface. Et ces onglets vont permettre justement de présenter des documents, de présenter des tableaux blancs, etc. Donc il y a l'onglet documents, et ce qui est très intéressant dans cet onglet documents, c'est que on va retrouver, donc si on clique sur l'onglet documents, on va retrouver tous les documents qui ont été chargés dans la classe virtuelle. Donc c'est là que vous allez pouvoir mettre plein de types de documents différents, des documents PowerPoint, mais pas que. Donc ça peut être justement des fichiers images, des fichiers vidéo, etc., etc. D'accord? Donc il suffit de cliquer sur la petite miniature et du coup le document s'affiche en temps réel pour tous les participants. Donc l'idée c'est que tout le monde qui est connecté ensemble dans la classe virtuelle voit en même temps, exactement simultanément, le document qu'affiche le formateur. D'accord? Donc je clique sur ce document-là et il s'affiche. Et ensuite, j'ai les différentes pages du document qui apparaissent sur la partie droite. Et je clique par exemple sur la slide numéro 4, puisqu'en l'occurrence, là, c'est un PDF, mais donc c'est sur la diapo 4. Et c'est la diapo 4 qui va s'afficher pour tout le monde dans la classe virtuelle. Exactement la même chose, je vais pouvoir afficher un tableau blanc. Donc je clique sur l'onglet tableau blanc et je clique par exemple sur le 4e tableau blanc. D'accord? Donc là, ce qui va être important, c'est non seulement préparer ces documents, donc les charger en avance dans sa classe virtuelle, mais aussi préparer ces tableaux blancs. D'accord? Par exemple, là, je vais vous montrer un tableau blanc. Voilà. Donc là, il se trouve qu'il est complètement vierge, hein, il n'est pas préparé, mais j'aurais très bien pu mettre du texte, par exemple, préparer un exercice. Exercice numéro 1. Et comme l'a suggéré quelqu'un, par exemple, faire une phrase à trous, compléter la phrase suivante, et là mettre par exemple un texte à trous, et donner ensuite le droit à un utilisateur et un seul, peut-être pour pas créer de confusion, à un utilisateur et un seul, de faire des annotations pour qu'il complète la phrase sur le tableau blanc. D'accord? Donc les tableaux blancs, très utiles aussi pour faire du brainstorming, pour faire du participatif. L'onglet partage d'écran, alors l'onglet partage d'écran, il va être très utile pour diffuser en fait tout l'écran du présentateur. Donc si vous faites par exemple des formations sur un système d'information ou bien sur un progiciel, par exemple Photoshop ou Illustrator, plutôt que d'avoir des captures d'écran, ce qui va être assez fastidieux à préparer hein, comme formation, vous pouvez très bien installer le partage d'écran et ensuite diffuser tout ce qui se passe sur votre écran. D'accord? Donc vous lancez en tant que formateur ce partage d'écran et les gens vont suivre en direct tout ce qui se passe sur votre écran. Ce qui va être très intéressant, c'est que là aussi, quand on est en classe virtuelle, on a la possibilité de donner le contrôle à distance.
Donc là aussi, on implique la personne, c'est-à-dire que non seulement on montre ce qui se passe sur l'écran en tant que formateur, mais en plus, on va pouvoir donner à un participant le contrôle à distance pour qu'il puisse dire, bah voilà, moi j'ai envie d'ajouter ma sauce, mon grain de sel sur le document que vous présentez. Donc là aussi, on va pouvoir faire du collaboratif. D'accord? Donc je vois que le temps passe, donc je ne vais pas lancer le partage d'écran, mais vous avez compris le principe. Hein, c'est exactement comme si une caméra diffusait en temps réel tout ce qui se passe sur mon écran. Alors l'utilité du partage d'écran, donc c'est le partage de logiciels, comme je l'indiquais. Hein, on va pouvoir, par exemple, montrer un logiciel qui est installé sur l'écran du formateur, même quand bien même les apprenants d'ailleurs n'ont pas ce logiciel qui est installé. On va pouvoir faire aussi du support à distance. On peut très bien imaginer qu'un apprenant partage son écran et ensuite donne le contrôle au formateur qui va l'aider, d'accord? Parce qu'il a besoin de découvrir une plateforme, par exemple une plateforme de LMS ou autre, et donc le formateur va pouvoir comme ça aider à distance un apprenant. On va pouvoir faire des partages de pages web. Le formateur, en partageant son écran, va comme ça naviguer sur Internet pour montrer différents sites. Du travail collaboratif, on peut très bien par exemple travailler sur Excel, sur Word à plusieurs, et puis des exercices interactifs, etc. D'accord? Donc vraiment une grande palette de possibilités avec ce partage d'écran. Le seul point de vigilance, je vais y revenir plus tard, c'est que le partage d'écran, c'est ce qui consomme le plus en termes de bande passante. Et c'est le point de vigilance technique essentiel, la bande passante. Alors les sondages, il faut savoir qu'on a différents types de sondages. Ça peut être des oui-non, des vrais-faux, des QCM. Je vais vous lancer un QCM pour vous montrer. On peut sauvegarder ces sondages, donc tout comme les documents qu'on va préparer avant, tout comme les tableaux blancs sur lesquels on peut écrire avant que tout le monde rentre. Là aussi, on vous conseille, en tant que tuteur, d'enregistrer, de sauvegarder vos sondages. Comme ça, ils sont prêts, vous n'avez pas de surprise, tout est prêt et vous pouvez les lancer en direct. Il est possible de ne pas envoyer les résultats, donc de poser une question sans renvoyer les résultats. C'était juste pour avoir une rétroaction, mais vous n'avez pas besoin de diffuser les réponses. Et ce qui est important, alors ça c'est par rapport à un point de vigilance psychologique, quand on est simple participant, on ne voit pas qui a répondu quoi, d'accord? On voit juste sa réponse à soi, mais on ne voit pas les réponses des autres. Comme ça ne bloque pas psychologiquement les participants qui répondent à des sondages. Voilà, donc l'onglet sondage, comme pour tableau blanc et partage et documents, se trouve en bas de l'interface du présentateur ou de l'animateur. Donc comme un exemple, vaut mieux qu'un long discours, je vous ai préparé un petit sondage que je vais vous envoyer en direct. Voilà, donc là c'est un QCM. Voilà, donc je vous laisse y répondre. Sous quel titre est connu le portrait de Mona Lisa? Alors essayez de ne pas tous avoir la bonne réponse, sinon ça va pas être drôle. Comme ça on va avoir différentes couleurs. Voilà, donc tout le monde participe activement. Ok. Et moi ce qui est intéressant, c'est que je peux renvoyer les résultats quand bien même tout le monde n'a pas répondu. Donc là par exemple je renvoie les résultats. D'accord? Voilà. Donc là vous voyez les différents résultats. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux aspects pour le sondage. Ça va être la validation de connaissances, d'accord, pour être sûr, et comme ça permet de refaire une séquence pédagogique si on voit que les gens n'ont pas suivi. Et puis aussi être sûr que avoir une rétroaction, être sûr que les gens sont toujours là, quoi. Enfin, il y a l'onglet web qui va être très utile parce que, alors pourquoi l'onglet web est utile de manière générale, c'est que c'est comme une ressource pédagogique en fait, l'onglet web. Il faut le voir comme un complément d'information. Donc, vous faites une formation, par exemple sur le tutorat à distance, et vous dites, écoutez, il y a un site qui est très bien fait, qui va vous permettre de donner d'avoir des informations complémentaires. Je vous invite à aller les voir, soit plutôt à la fin de la classe virtuelle. Hein. Et donc là, vous pouvez rediriger tout le monde vers ce site internet. D'accord? Donc c'est tout le monde qui va l'ouvrir. Donc ça va ouvrir une nouvelle page internet sur l'ordinateur de chaque participant. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc là, vous avez un petit message qui vous invite à ouvrir cette page internet et vous allez pouvoir comme ça y accéder en sachant que bien sûr vous êtes toujours derrière connecté à la classe virtuelle. D'accord? Donc vous pouvez réduire cette nouvelle fenêtre ou bien la fermer pour revoir de nouveau la classe virtuelle qui est derrière. D'accord? Donc ça va être utile parce que justement les gens vont pouvoir y revenir après une classe virtuelle, ils se disent là il y a le formateur m'avait montré un site qui était intéressant, j'ai envie d'y revenir pour aller voir de plus près, pour enrichir mes connaissances.
Et là, ça aboutit justement à de l'auto-formation pour continuer. Donc ça peut être une page Wikipédia, ça peut être même une vidéo qui est sur YouTube. Enfin, on peut partager plein de pages Internet différentes. Voilà. Je voulais aussi juste rapidement montrer qu'il y avait des outils qui étaient bien pratiques pour l'apprenant. L'idée, c'est que la classe virtuelle, ça doit être une interface tout en un pour le temps réel, qui doit être consacrée au temps réel. Et donc l'apprenant, lui, en bas à droite, donc vous en ce moment, vous avez la possibilité, par exemple, d'accéder, c'est cette petite icône-là, à un bloc-notes. Donc vous pouvez prendre vos notes, parce que souvent on a repéré que quand les apprenants prennent leurs notes à côté, du coup ils sont un peu dissipés. Là, ça permet de prendre ces notes en temps réel. Quand vous fermez la fenêtre de bloc-notes et que vous la rouvrez ultérieurement dans la classe virtuelle, vous allez retrouver toutes vos notes. Par contre, il faut bien penser à enregistrer vos notes avant de quitter la classe virtuelle, donc les copier dans le presse-papier. Et vous pouvez aussi imprimer. Donc, s'il y a une slide qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez l'imprimer en direct. Et vous pouvez aussi, selon votre confort de lecture, zoomer et dézoomer sur les slides et sur les différents documents multimédia qui sont affichés dans la classe virtuelle. Alors, l'idée aussi de la classe virtuelle, c'est de créer de la proximité dans un parcours de formation à distance. Ça va être important. Et donc pour ça, on l'a vu au début, on va pas réactiver les webcams, mais au début, c'est pas mal d'avoir les webcams qui sont activés pour faire une séquence où tout le monde va pouvoir discuter. Donc là, la classe virtuelle se transforme en visio, en visioconférence, et on fait des tours de table, on fait des discussions à bâton rompu. Pour impliquer encore plus les apprenants, il y a un outil qui est absolument redoutable, je dirais, c'est le travail en atelier. Donc il faut savoir qu'on peut aussi créer des ateliers au sein d'une classe virtuelle. Le principe, il est simple, c'est que vous êtes tous réunis dans une salle, donc par exemple cette salle en l'occurrence, et je vais pouvoir par exemple vous répartir par binôme au sein d'ateliers. Donc là, c'est comme si je vous répartissais dans des petites salles différentes, et vous n'entendrez que votre binôme. Donc je vais pouvoir vous faire travailler chacun dans votre atelier sur des thématiques différentes par exemple. Et moi, en tant que formateur, en tant que tuteur, j'ai la possibilité de me rendre dans un atelier, donc j'ai différents onglets, pour justement voir si tout se passe bien dans les différents ateliers. D'accord ? Donc je peux circuler comme ça d'un atelier à l'autre à tout moment. Je peux même envoyer un message textuel ou un message sonore à tous les ateliers en même temps. D'accord ? Et puis il faut savoir que si vous êtes répartis dans différents ateliers, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer des messages par le chat si vous avez besoin d'aide. D'accord ? Donc ça va être vraiment très intéressant pour encore plus impliquer les gens et que chacun devienne vraiment animateur au sein de son atelier. Voilà, donc travailler au sein d'un atelier. Donc je vais passer à la deuxième partie qui sont les points de vigilance. Donc points de vigilance technique, points de vigilance organisationnel et points de vigilance pédagogique. Le gros point de vigilance qu'il faut retenir, c'est la bande passante. D'accord ? Donc là, on le voit par exemple en l'occurrence, il y a certaines personnes qui ont des bandes passantes qui sont un peu plus faibles. Par exemple, pour ne pas les citer, mais je les cite, Marianne et Badreddine, qui ont des bandes passantes, et Isabelle aussi. Et là, on voit en temps réel en fait les bandes passantes. Vous le voyez dans la gestion des participants qui est à gauche, la liste des participants. On voit en fait la petite loupiote qui est juste devant les noms, qui indique si la bande passante est problématique ou pas. Donc là, on voit que la plupart des personnes sont dans le vert, donc il n'y a pas de souci. Et celles qui sont dans le rouge, ça indique qu'ils sont à plus de 1000 millisecondes, donc plus d'une seconde de temps de latence. D'accord ? Là, c'est ce que j'ai montré dans cette petite slide. Donc quand on est sur une bonne connexion, on est à 500 millisecondes de temps de latence, jusqu'à 500 millisecondes de temps de latence. Quand c'est en connexion moyenne, c'est entre 500 millisecondes et 1 seconde, et mauvaise connexion, c'est plus d'1 seconde. D'accord ? Donc là, s'il y a quelque chose à retenir sur le point de vigilance technique, c'est vraiment la bande passante, toujours avoir un œil sur la bande passante. Ce qui est important par rapport à ce point de vigilance, c'est que vous avez la possibilité d'y remédier aussi. C'est-à-dire que les webcams peuvent être éteintes, d'accord ? Le partage d'écran peut être coupé, puisque c'est ce qui consomme le plus, le partage d'écran. Et il y a la possibilité aussi pour un présentateur de se mettre en qualité multimédia moindre. D'accord ? Donc là, on est en qualité multimédia standard, pour que vous voyez à peu près bien la webcam, mais on peut dégrader, ça va pixeliser la webcam, mais on peut dégrader cette qualité pour accepter des gens qui ont des bandes passantes plus faibles. L'autre point de vigilance important, c'est la confusion audio.
Quand on est nombreux en classe virtuelle, par exemple plus de 10 personnes, même plus de 5-6 personnes on va dire, il est important d'avoir des bonnes règles, des règles de bonne conduite pour que tout le monde ne parle pas en même temps. C'est un peu comme dans une émission de radio où tout le monde parle en même temps. Du coup, on ne va plus entendre personne. Donc là, il y a quelques règles de fonctionnement à retenir. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est important de lever la main avant de demander la parole. Aussi donner une rétroaction avec son état, afficher le statut absent si je suis absent, si je suis obligé de quitter mon poste. Une fois que vous avez parlé, désactivez le micro. Souvent, on n'a pas le réflexe, mais c'est important. En fait, c'est pour ça que j'ai mis cette petite sibylle en symbole. C'est important d'utiliser ce micro en classe virtuelle quand on est nombreux, un peu comme une sibylle. On met sur on quand on a besoin de parler, on met sur off quand on n'a pas besoin de parler. D'accord ? Donc là, de toute façon, vous n'avez pas le droit d'activer votre micro, mais c'est ça qu'il faudra retenir quand ce sera à vous, à votre tour d'animer des classes virtuelles. Ce que je vous souhaite, parce que c'est très intéressant à faire. Et donc utiliser les différents états pour communiquer avec l'animateur, pour que l'animateur ne soit pas surpris de votre état. Donc à tout moment, n'hésitez pas à lui donner une rétroaction. Les points de vigilance maintenant organisationnels. Donc là, je les ai listés pour être plus efficace. Donc premier point de vigilance, ça va être la création de l'activité. Vous avez la possibilité de créer une classe virtuelle le plus tôt possible, donc c'est ce qu'on vous conseille. Comme ça, vous pouvez la préparer le plus tôt possible. C'est-à-dire charger vos documents, préparer vos tableaux blancs, préparer vos sondages, pourquoi pas préparer des ateliers, d'accord, un peu comme quand vous faites quand vous dispensez un cours en salle de cours, c'est bien d'avoir tous vos slides de prêts, vos paperboards qui sont prêts, etc. D'envoyer aussi une invitation par mail le plus tôt possible. Ça, c'est un point important parce que les liens sont quand même plus faibles, hein, comme on est sur du travail à distance. N'hésitez pas à prévenir très tôt vos apprenants et de leur relancer des nouveaux mails. Donc là, j'ai mis un rappel, mais on peut faire aussi deux ou trois rappels. C'est pas superflu, hein, parce que souvent les gens zappent. Il suffit qu'ils aient une réunion au dernier moment, ils disent ah bah, tant pis, j'y vais pas. Donc n'hésitez pas à leur faire des rappels, des relances par mail sur leur invitation en classe virtuelle. Les ressources pédagogiques, donc c'est important de bien les préparer, avoir des ressources assez épurées, assez variées, et donc de les charger dans la classe virtuelle, comme je le disais, le plus tôt possible. Donc préparer des sondages, préparer des liens internet, des tableaux blancs et des ateliers, ça j'en ai parlé. Rappel d'invitation, je l'ai dit aussi. Alors faire un suivi pré-activité, ça peut être intéressant. Suivant les classes virtuelles, vous avez souvent la possibilité de voir les résultats de l'assistant de configuration. Donc nous, dans notre classe, il se trouve qu'on a un assistant de configuration qui permet de valider que les gens ont une bonne connexion, que leur micro fonctionne bien, que les webcams fonctionnent bien. Donc ça, c'est important, que les gens passent l'assistant de configuration avant et que le formateur valide que tout va bien se passer, parce que ce serait trop bête de gâcher votre classe virtuelle parce que la moitié des participants ne sont pas dans des bonnes conditions, quoi. Après, s'il y a une ou deux personnes qui entendent mal ou autre, c'est tant pis. Mais si c'est la moitié des gens, ça risque de compromettre fortement votre première activité. D'accord ? C'est important de se connecter bien avant le début de l'activité. Là, on l'a fait par exemple pour ce séminaire. On s'est connecté avec Jacques une demi-heure avant. Ça permet de bien accueillir les participants. Ça faut bien soigner l'accueil des participants. Ce qui peut être intéressant quand on accueille les participants aussi, c'est de faire du ludique. On peut leur donner des petits quiz, des petits casse-têtes à faire, des choses comme ça. Parce que souvent, sinon, les gens qui arrivent un peu plus tôt, ils vont se trouver un peu démunis. Ils se disent qu'est-ce que je fais ? J'attends. Il y a un moment de flottement. Et donc, c'est pas mal de créer une petite activité pédagogique assez ludique, un peu plus ou moins en rapport avec votre classe virtuelle, hein, mais ça peut être vraiment une belle plus-value. C'est important aussi, lors de votre première classe virtuelle avec des nouveaux arrivants, de faire une mini formation de base, donc leur montrer comment activer leur micro, comment activer leur webcam et comment utiliser le chat. Déjà, s'ils savent déjà faire ça, on est dans de bonnes conditions pour la classe virtuelle. Après, on verra les outils d'annotation, on verra le travail en atelier, mais déjà, webcam, micro et le chat, c'est la base, c'est l'essentiel de la classe virtuelle. Alors, point de vigilance pédagogique, s'il y avait un mot à retenir, c'est l'implication. L'implication des participants. Donc là, ça fait un peu longtemps que je ne vous ai pas fait participer. Est-ce que vous pourriez me donner des informations, me donner des indications pour impliquer un participant selon vous? Comment est-ce qu'on pourrait impliquer un participant au cours d'une classe virtuelle? Quelles sont les méthodes que vous verriez au niveau pédagogique?
et au niveau fonctionnel, en utilisant ces différentes fonctionnalités qu'on a vues de la classe virtuelle. Donc n'hésitez pas à écrire en bas là, parce que je vous ai laissé peu d'espace, en bas du document, voilà, très bien. Alors, dire oui ou non. Est-ce que vous pouvez expliciter, dire oui ou non? Question directe. Question, sondage, quiz. Voilà, en posant des questions, donc relancer les apprenants de manière très régulière. Alors ça en effet, tout ça regroupe une catégorie pédagogique importante, c'est au niveau des sondages. Le sondage est un outil idéal au début de votre classe virtuelle pour briser la glace. Donc en lançant des sondages en tout début de classe virtuelle, comme le taux d'assimilation est important, vous allez pouvoir comme ça déjà valider si la précédente classe virtuelle s'est bien passée, s'ils ont bien assimilé les connaissances. Et puis c'est un peu comme dans Question pour un champion, les gens vont se sentir tout de suite impliqués. Donc ça c'est important. Et ensuite régulièrement, pensez à faire des sondages au sein de la classe virtuelle. Donc c'est ce que je vois, là, sondage, quiz, des questions dans le chat aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour poser des questions. Dire oui ou non à une question fermée par animateur, faire annoter un schéma. Alors c'est vrai que c'est important, donc il y a les questions par le sondage, qui sont des questions fermées, puisque c'est même quand c'est un QCM, c'est différent, c'est un choix parmi différentes solutions. C'est pas mal aussi de faire des questions ouvertes. Donc n'hésitez pas sur un tableau blanc à lancer une question ouverte et les gens vont pouvoir écrire, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle en l'occurrence. D'accord ? Proposer un scénario en atelier, ça c'est très important aussi, en effet, ça va impliquer les gens. Pourquoi? Parce que du coup les gens vont devenir animateurs au sein de leur atelier, et c'est ça que je voulais justement vous montrer, c'est qu'on va pouvoir donc jouer différents rôles au sein de la classe virtuelle, et il ne faut pas hésiter à un moment de la classe virtuelle à impliquer les gens en leur donnant le rôle d'animateur. Je m'explique. Si par exemple un participant dit moi justement pour apporter une contribution à cette formation en classe virtuelle, j'ai un document de travail là qui me pose problème en ce moment, est-ce que je peux vous le proposer et le présenter à tout le groupe? Là, ça peut être une super opportunité, vous avez la possibilité à tout moment de le faire, de désigner quelqu'un en tant qu'animateur, alors qu'il était simple participant au début. Et comme il est animateur, il va pouvoir charger un document, il va pouvoir charger un PowerPoint, une image, même une vidéo, et ensuite la présenter à tout le groupe. D'accord? Donc ça va être, sans même passer par les ateliers, dans la salle principale, il va pouvoir comme ça le faire. D'accord? Donc ça c'est important, de désigner quelqu'un de temps en temps animateur. Donc là c'est un peu décalé. En fait c'est les principes pédagogiques de la classe virtuelle que je voulais vous présenter pour finir. Donc les principes pédagogiques, on les a déjà un peu vus, c'est un peu une récapitulation de tout ce qu'on a vu. Donc il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs quand vous présentez et quand vous préparez cette classe virtuelle. C'est important d'avoir un storyboard, de dire voilà, je vais commencer par exemple par faire un travail en atelier, ensuite je vais lancer un sondage, ensuite je vais diffuser une vidéo. Et dans votre storyboard, alors vous pouvez le faire sur Excel, de mettre cette séquence pédagogique, elle va durer par exemple 2 minutes, 3 minutes. Donc c'est vraiment comme le storyboard d'un film. Et comme ça, alors évidemment, comme on est sur de l'humain, vous pouvez adapter votre formation, mais comme ça va vous rassurer. Vous savez comme ça où vous en êtes dans la classe virtuelle, et surtout ça va permettre d'être beaucoup plus efficace, d'accord? Puisque comme vous aurez structuré votre formation, vous avez sollicité de manière différente vos apprenants suivant des séquences pédagogiques différentes. Donc c'est le deuxième point d'ailleurs, c'est changer les séquences pédagogiques. Souvent ce qu'on dit en classe virtuelle, c'est de faire des séquences pédagogiques qui ne vont pas durer plus de entre 5 et 10 minutes, on va dire, d'accord? En vrai présentiel, on peut faire plus de 10 minutes, mais en classe virtuelle, c'est important de faire quelque chose de plus court. Voilà, on retrouve les mêmes choses qu'en présentiel, sauf que ça va être plus court encore. Voilà, il faudra vraiment essayer de réduire les temps. Mettre l'emphase au début et à la fin de la classe virtuelle, là où le taux d'attention des gens est le plus important, d'accord? Faire des séances brise-glace, donc comme je vous le disais, les sondages pour ça, ça va être très important. Faire des sondages réguliers, si j'en ai parlé. Instaurer des discussions de temps en temps, donc dire à tout le monde, ok, on réactive les webcams, on discute, donc on oublie un peu les supports de cours, tout le monde active ses webcams, de toute façon les webcams vont toutes s'adapter, si tout le monde active ses webcams, les tailles des webcams vont s'adapter à l'interface.
Donc sachez que vous pouvez ouvrir autant de webcams que vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Après, c'est par rapport à la bande passante, d'accord? Il y a cette limite-là qui doit rester le point de vigilance. Euh, Ensuite, avoir recours à la co-animation, ça peut être très important. C'est aussi la chance de la classe virtuelle, c'est qu'on peut faire intervenir un expert en Allemagne, où vous voulez, hein, qui va intervenir ponctuellement pendant votre classe virtuelle. Ça va permettre aussi de changer de rythme. Ça, c'est important. Là, il n'y a que moi qui parle. Donc, il y a une monotonie qui s'installe. C'est important de faire intervenir quelqu'un d'autre qui va intervenir ponctuellement. La durée est très importante. Ce qu'on vous conseille très fortement, c'est des durées entre 1 heure et 2 heures. En dessous d'1 heure, c'est un peu court parce qu'il faut le temps que les gens arrivent, de s'installer, etc. Et 2 heures, à partir de 2 heures, c'est trop long, d'accord? Donc c'est vraiment entre 1 heure et 2 heures. Donc souvent, nous, on a coutume de dire qu'1 heure et demie, c'est parfait. Et le nombre de participants, alors là, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire, mais si vous faites quelque chose de très participatif, on va dire entre 5 et 10 participants, c'est très bien. Ou même moins, hein, 2, 3, 4, 5. Au-delà de 10, du coup, ça va devenir beaucoup plus compliqué à gérer, les micros, les webcams, etc. Donc là, on est plus sur ce qu'on appelle un séminaire, ce qu'on fait d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, un séminaire où là, les gens n'interviennent pas par le micro et par la webcam. Voilà. Et puis voilà, j'ai fini parce que je vois qu'il est déjà De cette 19h46, donc je te laisse la parole, Jacques. Ok, ben merci beaucoup Gwen pour cette présentation très complète et je sais que tu pourrais encore parler longtemps et attirer l'attention sur d'autres fonctionnalités ou bon d'aller un petit peu plus loin dans celle que tu nous as présentée. Bon, on voit que c'est un outil qui est riche, hein, la classe virtuelle. Et on peut se poser cette question, hein, finalement, pour quelles interventions tutorales il faudrait choisir la classe virtuelle. Lorsqu'on doit réaliser une intervention tutorale, eh bien, on est amené effectivement à choisir un outil. Alors, est-ce que il faut examiner donc les différentes caractéristiques de l'outil pour déterminer s'il est adapté à l'intervention que l'on souhaite réaliser. Alors, bon, on le voit bien dans une classe virtuelle, d'abord, c'est une modalité de communication synchrone. Ce qui veut donc dire que, à minima, il va falloir convenir d'un moment avec les apprenants. Il va falloir prendre rendez-vous, en quelque sorte, pour se retrouver dans cet espace. Alors, c'est pas propre à la classe virtuelle, c'est plutôt propre au caractère synchrone, bien évidemment. Mais c'est pas comme un appel téléphonique, hein, par exemple, hein, où là on va pouvoir tenter de joindre quelqu'un. Non, là, pour pouvoir se retrouver dans la classe virtuelle, il faut vraiment se donner rendez-vous. La deuxième caractéristique de cet outil, c'est, vous l'avez vu, qu'il supporte des types de communication très variés. On peut utiliser du texte, des images, bien sûr le son, la vidéo. Donc on a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut faire en présentiel. Alors pas tout à fait pareil néanmoins, notamment lorsqu'on est en communication vidéo, eh bien, on est limité au cadre de la prise de vue. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une perception complète, hein, de la communication non verbale de nos apprenants. Et puis, il faut bien reconnaître que les vignettes ne permettent pas forcément de percevoir toutes les attitudes ou des individus. Alors, une fois cela posé, eh bien, j'aimerais attirer l'attention sur quelques situations où le tuteur peut utiliser, à mon sens, la classe virtuelle avec profit. Tout d'abord, lors du premier contact. On sait bien que le premier contact entre le tuteur et les apprenants, c'est quelque chose de primordial, hein, parce que ça va permettre d'entamer la relation tutorale, où il est nécessaire, hein, bien sûr, d'essayer d'établir un climat de confiance entre soi, tuteur, et les apprenants, pour que ceux-ci ensuite n'hésitent pas à nous solliciter en cas de besoin. Alors, dans les parcours hybrides, fréquemment, le premier contact se fait en présentiel. Et moi, il m'arrive d'intervenir dans des dispositifs entièrement à distance.
Et c'est vrai que là, je préfère effectivement avoir le premier contact sous forme de classe virtuelle avec les apprenants, ne serait-ce que pour les voir, pour qu'ils me voient aussi, et puis que par mail, par exemple, ou par forum. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de premier contact par mail ou par forum, mais ça veut dire que peut-être qu'on va mieux identifier déjà les individus et donc peut-être arriver à construire aussi le groupe plus facilement, justement par ces possibilités de communication entre les apprenants. Alors Gwen l'a un peu évoqué, et donc je ne vais pas être très long, mais on sait qu'un des problèmes majeurs d'accès à la formation à distance de nombreux apprenants, ce sont des difficultés techniques. Et là, on voit bien que ce soit par le partage d'écran, la prise, prendre la main sur l'écran d'un apprenant, etc. On va donc avoir, grâce à cet outil, la possibilité d'apporter un soutien technique et de dépanner, je dirais, pour peu qu'on ait les compétences techniques, on va pouvoir dépanner plus facilement les apprenants. Bien évidemment, c'est une situation communicationnelle qui va permettre d'aider les apprenants à construire leurs connaissances. Alors, on a évoqué durant cette conférence, vous avez pas mal contribué par écrit, etc. On va pouvoir, bien sûr, échanger déjà de manière orale sur des thèmes identifiés, sur des sujets de débat. On va pouvoir faire des séances de brainstorming et on va aussi pouvoir prolonger un cours, c'est-à-dire qu'un cours en formation à distance, il est souvent incarné dans des ressources, mais à un moment donné, il est intéressant de pouvoir partager des avis, les avis des apprenants, sur ce qu'ils ont compris, sur ce qu'ils en pensent, et donc là, la fonction de débat qui est autorisée par la classe virtuelle est tout à fait intéressante. Ensuite, on va pouvoir, bien sûr, effectuer des remédiations. Alors ça, moi, ça m'arrive très très fréquemment dans des dispositifs où je me refuse d'utiliser la classe virtuelle comme pour faire un exposé. Je préfère médiatiser mon discours, soit enregistrer des vidéos, soit faire des diaporamas sonorisés, donner des textes complémentaires, etc., etc. Mais ce qui me semble beaucoup plus intéressant durant le temps synchrone, un petit peu sous le principe de la pédagogie inversée, c'est non pas de transmettre, mais d'écouter les apprenants et de pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit pour approfondir un sujet ou que ce soit pour en aborder d'autres qu'on n'avait pas prévus, par exemple, dans les ressources du cours. Alors bien sûr, ça va aussi, c'est aussi un outil qui va permettre d'encadrer et de supporter, soit de manière individuelle, soit de manière collective, donc d'encadrer et de supporter les apprenants tout au long de leur apprentissage. Donc il m'arrive assez régulièrement d'organiser des séances de classe virtuelle avec un apprenant qui a une difficulté particulière et qui n'est pas forcément d'ailleurs d'ordre cognitif, qui peut être plutôt en rapport avec sa motivation ou il se pose des questions un peu existentielles sur son vécu dans la formation. Bon, mais ça peut être tout à fait intéressant. Alors il y a une fonction je crois que tu ne l'as pas évoqué, Gwen, c'est que une classe virtuelle peut être enregistrée. Et donc, vous voyez bien qu'il est tout à fait intéressant lorsqu'on a un échange comme ça avec un apprenant. On peut lui dire beaucoup de choses. Et bon, si on fait ça par téléphone, c'est tout à fait transitoire. Là, avec la classe virtuelle, on peut enregistrer et puis on va pouvoir mettre ensuite à disposition l'enregistrement auprès de l'apprenant ou éventuellement d'autres apprenants si ceux-ci rencontrent les mêmes difficultés. Alors, dernier cas que j'aimerais évoquer, c'est la collaboration. La collaboration est de plus en plus utilisée, c'est-à-dire en formation à distance, on met de plus en plus fréquemment les apprenants en situation de devoir collaborer. Et on s'aperçoit que c'est pas spontané, quoi, et que ça nécessite un accompagnement.
Alors déjà, constituer les groupes ou faire en sorte que les groupes se constituent. Leur permettre, une fois qu'ils sont constitués, de repérer leurs intérêts communs, de définir leurs objectifs. Tout ça est très important et il est certain que à travers, par exemple, la fonction, elle n'est pas petite, c'est une fonction majeure, de pouvoir dispatcher un groupe participant à une classe virtuelle en différents ateliers, on voit bien que là, on retrouve la situation auquel on recourt fréquemment en présentiel. Et puis, tout au long d'une activité collaborative, eh ben, les apprenants ont beaucoup de choses à faire. Ils ont à planifier leurs tâches, ils ont à les réaliser, il faut les valider, ils ont des décisions à prendre. Et ça se passe pas sans négociation entre eux. Et parfois, ça peut se passer moins bien qu'on le souhaiterait. Et donc là, le tuteur a souvent un rôle de médiateur. Et je dois dire que faire de la médiation par écrit, sur un forum ou même par mail, c'est quelque chose d'assez lourd. Alors que si on réunit les personnes qui ne sont pas d'accord sur, par exemple, la suite à donner à leur projet collaboratif, et on va donc pouvoir les entendre et les faire s'entendre les uns les autres beaucoup plus facilement et puis arriver à dégager des pistes pour aller plus loin, pour continuer. Et voilà. Alors, très certainement, il y a plein d'autres usages possibles. Je ne les ai pas tous cités, il me semblait intéressant d'insister sur cela. Mais je crois que maintenant, le temps est venu de répondre à vos questions. Alors j'ai vu qu'il y en avait plein qui sont passés sur le chat, qui relevaient plutôt de questions sur le fonctionnement de la classe virtuelle. Donc je ne sais pas si on arrivera à répondre à tout, mais on va essayer. Et puis autrement, si vous avez des questions aussi sur la manière dont les tuteurs notamment peuvent utiliser ces classes virtuelles, mais c'est avec plaisir que l'ensemble de l'équipe et Gwen Doniol, bien évidemment, nous allons pouvoir vous répondre. Alors, ce que je vous propose, Gwen, Jean-Paul et Esther, si tu es encore là, c'est d'allumer vos caméras. Et puis, je crois que Jean-Paul, tu scrutais un petit peu le chat. Alors, est-ce que tu as vu des questions, que ce soit sur le chat ou sur le fil Twitter, qui ont été posées par nos participants, auxquelles maintenant on pourrait répondre? Oui. Oui. Jacques, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Parce que j'ai eu un Oui, très plantage. bien. Donc, alors sur Twitter, non, il n'y a pas eu de questions. Par contre, sur le chat, oui, beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de les lister. Elvira Schumacher pose la question: la fonction sondage permet-elle de choisir plusieurs bonnes réponses au concepteur? Ça, c'est pour Gwen. Alors, ouais, bien sûr. Alors là, je parle par rapport à notre outil. Je parle pas de manière générale sur les classes virtuelles. Sur notre outil, c'est des questions fermées, l'outil sondage. Donc c'est forcément donc du oui/non, du vrai/faux ou du QCM, mais avec un choix. Donc c'est un bouton radio, vous l'avez vu, pour répondre. Donc c'est pour ça qu'on utilise les questions ouvertes en concevant une slide, par exemple, où là on va pouvoir cocher différentes cases. Ou encore le tableau blanc peut être aussi utilisé pour les questions ouvertes. Donc c'est comme ça que nous on fait la répartition. Sondage, c'est questions fermées, et tableau blanc et slide, c'est avec les Autre questions question de Marie Villesang: quel type de questions peut-on créer dans les sondages? QCM, QCU? Alors donc en fait c'est QCU pour être tout à fait précis. C'est des QCU en effet. C'est des oui/non, des vrais/faux, et ça peut être aussi une confirmation de phrase en disant est-ce que tout le monde m'entend bien, et la personne clique sur OK. Donc c'est les quatre. Alors, les quatre Gwen, types de on peut sondage peut-être qu'on peut faire. demander une précision. Je crois que tout le monde connaît l'acronyme de QCM, QCU. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse cet acronyme. Alors, QCU, en fait, c'est à choix unique. Donc, nous, c'est ce qu'on a quand on a un bouton radio, puisque sur Internet, les boutons radio, c'est toujours des choix uniques. Donc, nous, c'est bien un QCU, c'est une seule réponse, alors que QCM, on peut donner différentes réponses à Alors, la question.
Gwen nous a présenté l'aspect multimodal de la classe virtuelle, l'image, pouvoir écrire, les QCM, les QCU. Euh, on a pu constater qu'on pouvait passer une vidéo. Alors la question c'est quel format faut-il, y a-t-il un format spécifique pour passer de la vidéo dans la classe virtuelle? Alors en effet, il y a des formats qui sont spécifiques. Là aussi, je parle par rapport à cette classe virtuelle en l'occurrence. Donc les séquences sonores et vidéo. Donc je vais rappeler aussi qu'on peut mettre des séquences sonores. Donc pour les séquences vidéo, on est compatible FLV. Je vais les envoyer par chat, ça va être le plus simple. Sinon FLV, AVI, MPEG, Move et WMV. Et pour les séquences sonores, c'est MP3, FLV, OGG, WMA et Wave. Donc je vais les envoyer, ça va être plus simple par le chat. Autre question de Gwenel de Rien. N'y a-t-il pas le risque de vouloir trop varier les plaisirs à l'aide des outils au détriment de la pédagogie? Alors c'est peut-être plutôt une question qui est posée à Jacques. Ouais, je veux bien répondre. Oui, oui, oui. Alors, bien évidemment, bon, là, c'était le jeu de la conférence, c'était de vous montrer un maximum de ces fonctionnalités. Je dois vous dire que moi, dans mes classes virtuelles, je varie les plaisirs, mais quand même certainement à un rythme beaucoup moins soutenu que celui qu'on a connu aujourd'hui. Et puis, ça dépend aussi de nos apprenants. On a des personnes, et puis aussi du nombre d'apprenants que l'on a. Vous voyez, actuellement, moi, je donne des classes virtuelles pour un tout petit groupe de 4 personnes. Eh bien, ce qui s'impose de manière majeure, c'est la parole, c'est la prise de parole. Et donc, comme on est 4, on laisse les micros ouverts. Donc, on a un usage assez. Alors, on a tous, par contre, des micro-casques pour éviter les échos, hein. Mais et on prend très facilement la parole les uns les autres. Alors bien sûr, ce qui est possible à 3 ou 4 ne va pas l'être à 10 et ne va encore à plus forte raison avec plus de monde. Alors je crois que quand Gwen, mais je parle sous ton contrôle, hein, évoquait le fait de varier, c'était plutôt dans le cas effectivement d'un groupe un peu plus nombreux où il peut y avoir groupe, enfin situation qu'on rencontre fréquemment. Hein, souvent quand on donne une formation, c'est pour plus de 10 personnes. Quand on est dans un cursus universitaire, on a beaucoup plus de personnes. Moi, j'ai dans le master à Rennes 1, j'ai une cinquantaine d'étudiants qui participent à la classe virtuelle. Vous voyez, donc là, bien évidemment, on va pas utiliser forcément les mêmes types d'interactions. Si je dois donner la parole à 50 personnes sur une classe virtuelle qui dure 2 heures, vous voyez, bon, ça va être un peu compliqué. Donc, on va avoir plus facilement recours aux autres fonctions tels que les sondages, tels que les tableaux blancs avec les participations, etc., des individus. Donc je crois que c'est bien à mon avis, ce qui est très important pour penser l'animation de sa classe virtuelle, c'est non pas de partir de l'ensemble des possibilités techniques de la classe virtuelle, elles sont là, de toute façon on ne va pas les oublier, mais c'est de partir de la situation pédagogique dans laquelle on se situe, et aussi de nos intentions pédagogiques. Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos apprenants? Et je crois que c'est vraiment là, tu l'as souligné, Gwen, en parlant de storyboard. Hein, effectivement, une classe virtuelle, c'est une préparation précise. Hein, on va pas rentrer en classe virtuelle comme ça, comme on peut le faire parfois en présentiel, où on fait confiance à sa bonne mémoire et à sa capacité à entrer en relation avec nos interlocuteurs, sans avoir trop rien préparé. Non, là c'est impossible. Quand on fait ça, on court à la catastrophe. Donc, comme toujours, hein, en formation à distance, il y a une formalisation plus importante de notre démarche pédagogique. Alors, oui, d'autres questions. D'autres questions peut-être, Esther ou Jean-Paul?
Enfin, on va en prendre une ou deux parce que je vois Oui, qu'on a alors, déjà dépassé un peu, mais une autre on peut encore en question, prendre alors deux, peut-être oui. une dernière et on répondra plus personnellement aux autres questions à Gwen. Est-ce que la prise en main de l'outil est facile? Je crois que la présentation nous a donné un aperçu. Est-ce qu'il existe des formations pour prendre en main de façon plus fine l'outil Classilio? Oui, alors ça c'est un point très important, c'est-à-dire que nous on distribue la solution, donc c'est une solution intuitive, hein, mais nous on met vraiment l'accent sur l'aspect qualité de service et accompagnement. Donc c'est vrai que quand on propose à un client la solution, il y a une formation d'accompagnement. Alors ce qui est intéressant dans l'accompagnement qu'on fait, c'est que ça va être en différentes séquences pédagogiques. Donc il va y avoir un premier module où on va donner les fonctionnalités de base, comment ça se met en scène et comme le disait Jacques, quel est l'intérêt pédagogique de chacune de ces fonctionnalités. Et ensuite un deuxième module d'approfondissement où là on va aussi récolter toutes les questions des personnes par rapport à leurs premiers usages de la classe virtuelle. Donc on a bien en effet un accompagnement fonctionnel et pédagogique de chaque apprenant et de chaque Alors, formateur. peut-être une dernière question de Laurence Paris, mais peut-être faudrait-il lui donner la parole pour qu'elle précise. Alors, je cite, hein, je me demande comment aider un stagiaire techniquement à travers la classe virtuelle. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'aider techniquement à la prise en main de Classilio ou techniquement pour quelque chose d'autre. Je sais pas, Jacques, est-ce que tu peux donner la parole? Oui, bah, alors, vous voyez, vous avez tous reçu un petit mode d'emploi aujourd'hui hein, pour vous connecter à la classe virtuelle et bah, vous y êtes arrivé sans trop de soucis, je crois. Euh, eh ben, ça suffit dans un premier temps. Après, tout peut se passer dans la classe virtuelle, justement, comme on l'a souligné tout à l'heure, notamment par le fait qu'on va pouvoir partager son écran, qu'on va pouvoir dialoguer, qu'on va pouvoir prendre la main sur le poste de l'apprenant, ou qu'on on va pouvoir lui demander justement de partager son écran en nous montrant bah, si c'est un problème, je sais pas moi, technique, différents paramètres de son système d'exploitation, etc. Donc, si vous voulez, l'accès, à mon sens, est très simple. Par contre, effectivement, après, il y a des choses à acquérir pour pouvoir, pour pouvoir mieux utiliser la classe virtuelle. Mais par contre, une fois que vous êtes dans la classe virtuelle, je dirais que la classe virtuelle, elle peut se suffire à elle-même, là, pour le coup. Vous voyez? Je sais pas ce que tu en penses, Gwen, mais il me semble que Ah oui, tout à tu vas fait. pas me Parce que contredire là-dessus. c'est tout l'intérêt de la classe virtuelle. Ouais. Et surtout, faut pas hésiter. Moi, si j'avais un dernier mot, c'est faut pas hésiter aussi à la classe virtuelle, ça apporte quoi? Ça apporte de l'humain. Donc, faut pas hésiter aussi à donner cette part. Donc, comme on le disait avec Jacques, c'est important le storyboard de bien structuré, mais donner aussi une part d'improvisation, un côté un peu ludique. Faut pas hésiter à se créer des plages de respiration où les gens vont vraiment. On peut s'amuser aussi en classe virtuelle. Oui, parce que un des principes de la planification, le storyboard c'est une planification, hein, c'est de s'aménager des marges de manœuvre hein, et de ne pas trop charger, pas vouloir trop en faire. Et donc c'est vrai qu'il faut se ménager des temps. Bon, alors on peut avoir des ressources en réserve si on a peur de rester blanc à un moment ou à un autre, mais pas vouloir forcément tout passer à tout moment, enfin dans le temps qui nous est imparti. Très bien. Ben, Esther, est-ce que tu avais peut-être une dernière question? Elle serait pour toi. Enfin, ce serait toi qui Non, nous la transmettrais. non, je veux féliciter notre formateur invité. Ses explications étaient très claires, Merci. très simples, très directes. Alors même pour quelqu'un comme moi qui est une dinosaurienne informatique, eh ben, ça s'est assez bien passé. Parfait. Bon, bah Bah, super, l'objectif Esther. est atteint. Très bien. Bah alors, j'aimerais simplement vous rappeler quelques prochains rendez-vous hein, des 10 ans de TAD. Donc, nous nous retrouvons mardi prochain, le 12 novembre, avec une conférence de Sylvie Pelletier, présidente du syndicat des tuteurs de la Téléuniversité du Québec, qui va nous parler effectivement de son action syndicale et, enfin, quand je dis la sienne, c'est celle des tuteurs, hein, bien évidemment. Et le 14, donc le jeudi en 7, une conférence de Lucie Audet et de Michel Richer
qui vont nous parler des compétences des différents acteurs de la formation ouverte à distance et bien sûr des tuteurs et du regard de ces différents acteurs justement sur les compétences des tuteurs. Le 19 novembre, Olivier Dulac, qui travaille à l'École supérieure de l'éducation nationale, nous fera une conférence sur la manière dont le tutorat peut s'exercer au collège et au lycée. Et Bruno Delièvre interviendra le 21 novembre. Donc là, vous avez les 4 prochaines conférences. Bruno Delièvre va intervenir sur une modélisation de la conception des services tutoraux. Donc, vous pouvez vous inscrire à ces conférences. Il reste de la place, à part peut-être celle de Lucie et de Michel Richet. Et puis, je vous rappelle aussi que nous avons ouvert les inscriptions des 4 dernières conférences que nous ferons au mois de décembre et qui seront faites par Sylvain Vaccarès, par Marcel Lebrun, par moi-même, et la clôture sera faite par Pierre Gagné. Je vous remercie encore pour votre participation et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.